Cette émission vous est présentée par Centre SMG, le centre expert en outillage d'entretien extérieur toute saison à Québec. Bonjour et bienvenue à Dans mon jardin avec Larry Hudson. Aujourd'hui, Larry, tu nous parles de fines herbes, mais d'une façon particulière. Oui, on va cultiver les fines herbes dans une pot à fraisier. C'est une pot avec différents étages. Et autrefois, on cultivait des fraisiers dedans. Mais là, on peut faire des fines herbes. Et l'avantage, bien sûr, beaucoup de plantes en peu d'espace. J'ai bien hâte de voir ça. S'il y a un groupe de plantes qui sont bien populaires actuellement, ce sont les fines herbes. Tout le monde va en cultiver. On va en goûter, bien sûr. On va en avoir chez soi. Le problème, il y a beaucoup de gens qui en plantent, pas autant que ça qui en récoltent. On va essayer de corriger ça aujourd'hui. Mais on va d'abord définir notre sujet un petit peu. C'est quoi une fine herbe? Donc, c'est déjà une question un peu plus compliquée que vous pensez. D'abord, les fines herbes d'origine sont des plantes aromatiques. On les touche, il y a une odeur qui est dégagée. Ça, il y a ça qu'on connaît, c'est parfait. Également, les plantes condimentaires. On les rajoute à des recettes en petite quantité. Ça donne un peu de piquant des fois à ce qu'on mange. Donc, condimentaire, on connaît ça. Mais savez-vous que ce sont des plantes médicinales aussi? Il n'y a presque pas d'exception. Toutes les fines herbes ont des utilisations médicinales et je n'irai pas dans le détail aujourd'hui parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis même pas herboriste. Je laisse ça à quelqu'un d'autre. Juste pour vous dire que si vous voulez traiter à la maison des fines herbes, c'est une possibilité. Également, et ça fait bizarre de dire ça, mais les fines herbes sont des plantes répulsives. Ah, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que l'odeur qu'on juge agréable a une raison. C'est pas pour rien que la plante investit de l'énergie à fabriquer une odeur. C'est pour repousser ses ennemis. C'est des plantes qui se protègent contre les insectes avec une odeur et un goût que les insectes et les mammifères en général n'aiment pas. Pourquoi les êtres humains viennent à aimer ça, personne ne le sait. Les jeunes enfants, donnez ça à un bébé, à une fine herbe, le bébé va se crisper le visage. Personne n'aime ça au début. C'est comme le café, il faut s'habituer. Mais en tout cas, c'est un bizarre de fait, ça les plantes répulsives. Et bien sûr, ça peut être des plantes ornementales aussi. Donc, on va essayer de combiner tout ça. Un autre petit détail là-dessus. Vous savez que si vous êtes en France, vous avez des fines herbes, ils ne comprendront pas exactement ce que vous voulez dire. Parce que pour les Français, les fines herbes, ce n'est pas toute plante aromatique, c'est 4 fines herbes spécifiques. Cerfeuil, persil, estragon et ciboulette. Hachés, mis ensemble, c'est ça, fines herbes. Ils comprennent quand même, si vous, dans le contexte, mais pensez-y en France, il faut parler d'herbes aromatiques ou condimentaires, si on veut se faire comprendre. Maintenant, OK, d'accord. C'est quoi la différence d'abord entre une fine herbe et une épice? Je sais que bien des gens disent mes épices, puis c'est pas ça. Les épices, il y a bien des définitions. On va choisir le plus facile. C'est que les épices, autrefois, venaient de pays chauds, tropicaux, arrivaient en bateau. C'était des choses comme le poivre, cayenne, des choses comme ça, très tropicales, les épices. Alors que les fines herbes, c'était des plantes qu'on cultivait soi-même. Donc, on peut faire la distinction maintenant, comme ça. Les plantes qu'on va cultiver soi-même, c'est probablement des fines herbes. Et si vous ne faites pas la cultiver, c'est tout probablement une épice. Là, il faut aussi distinguer entre fines herbes et légumes. OK, fines herbes. On coupe en morceaux, on utilise un peu à la fois, ça aromatise, voilà, c'est la logique. On utilise une petite partie, ce n'est pas une partie importante du repas. Alors que les légumes, théoriquement, on en utilise abondamment, plus gros. C'est logique, sauf que quand on commence à regarder ça, ça ne marche plus, notre définition. Vous pensez à une pomme de fenouil, par exemple. Fenouil, bon, on peut le manger comme fine herbe, couper des petites feuilles, c'est bien, mais également,
on ne peut pas le finir bulle, bien, l'utiliser comme légume. Et que fait-on de l'ail? Ouais, c'est rare qu'on mange un bulle d'ail au complet, malgré qu'on peut. D'habitude, on le coupe et pourtant, on le cultive comme légume. Donc, autrement dit, il n'y a pas de définition précise. Personnellement, pour moi, l'ail, c'est un légume. Et les plantes de feuillage que je coupe, c'est des fines herbes. Mais c'est chaque personne qui décide. Et ce qui complique les choses pour les jardiniers, c'est que ces plantes-là appartiennent à différentes familles, n'ont aucun lien nécessairement entre elles. Ça complique les choses parce qu'ils n'ont pas besoin des mêmes soins, bien sûr. Les fines herbes, donc, appartiennent surtout aux labiacées. Là, il y a des plantes comme la lavande, comme le basilic, sont des labiacées et ont des tiges carrées, une façon de les distinguer des autres. Il y a aussi les ombellifères. Les ombellifères ont des fleurs en dôme. J'en ai pas en fleurs ici, mais c'est comme ça on les distingue. Mais c'est juste 2 familles, parmi le plus de 60 familles qui contiennent des plantes appelées fines herbes. Donc, c'est un peu compliqué notre histoire. Également, il peut y avoir des plantes qui sont des annuelles, des vivaces, des bisannuelles et même des arbres et des arbustes. Et ça peut être quand même des fines herbes. Donc, ça complique un peu notre affaire. Également, est-ce que c'est rustique ou ça gèle l'hiver? Mélange total. Donc, c'est pas évident qu'on va pouvoir traiter toute fine herbe comme la plante voisine. Il va falloir qu'on ajuste des fois un petit peu. Et si on veut tracer l'histoire des fines herbes, loin, loin, loin dans le temps, on ne sait pas exactement quand on a commencé à en récolter, mais c'était vraiment loin dans le temps, c'était des cueilleurs-chasseurs qui rachetaient ça à leurs plantes, et eux, c'était plantes médicinales. Ça commençait avec ça. C'est devenu plus tard, on a pris le goût, on a commencé à l'aimer, et on l'utilisait notamment pour des choses aussi pratiques comme pour chasser des poux et des puces, et aussi des vers intestinaux. Donc, bien nos fines herbes ont commencé de cette façon-là. C'est quand même assez curieux. Et un détail intéressant, je trouve, personnellement, pensez-y, nos fines herbes viennent d'où? Quasiment uniquement de l'Europe. Il y a plein de plantes dans le sous-bois au Québec qui pourraient servir comme plantes condimentaires, qu'on pourrait les cultiver de cette façon-là. Et pour l'instant, on ne les a quand même pas vraiment découverts. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont cueillir dans le bois, mais faire la culture à grande échelle, comme on fait avec les fines herbes qui viennent d'Europe, on n'a pas rendu là encore. Et une dernière question, après ça, on va arrêter quelques secondes, mais une dernière question, où les cultiver, ces fines herbes-là, de toutes sortes? Bon, c'est la logique qu'on va les mettre dans un potager. Tout le monde va potager, c'est là. Oui, mais pas nécessairement. Le problème d'un potager, c'est souvent loin. Si c'est un potager communautaire, jardin communautaire, vous êtes à 15 minutes de marche, peut-être. Même si c'est un potager à la maison, c'est souvent dans le cour arrière, dans le coin. S'il pleut, est-ce que vous allez couper quelques feuilles pour rajouter à votre repas? C'est là le problème où les fines herbes sont cultivées, mais pas utilisées. Elles sont mal placées. Donc, moi, je vais vous dire la bonne réponse à la question « Où est-ce qu'on cultive des fines herbes? » Et la réponse est « Près de la cuisine ». C'est quand c'est tout près de la cuisine, vous allez les récolter. Et avec ça, on va regarder voir quelques idées pour planter des fines herbes. Alors, je me trouve au centre SMG en compagnie de M. Sylvain Labrie. Bonjour, M. Labrie. Bonjour, Annie. On se retrouve aujourd'hui en magasin pour parler d'un produit assez particulier qui est plutôt révolutionnaire, en fait, dans le domaine de la tonte de la pelouse. C'est un modèle de tondeuse automatisée qui s'appelle l'Automower. Oui. Alors, ici, on a vraiment le tout dernier cri des appareils pour faire la tonte de la pelouse. On vient rejoindre notre jardinier paresseux. Cet appareil-là, on l'installe sur notre terrain. On s'en va s'asseoir dans une chaise, on prend une petite bière, puis on regarde la tondeuse qui fait notre pelouse toute seule de façon automatique. C'est sûr que là, il y a plein de questions qui sont soulevées quand on entend ça. Déjà, par rapport probablement aux obstacles qui peuvent se trouver sur le terrain, il doit y avoir quelque chose un senseur. Oui. Bien, premièrement, pour faire l'installation de la tondeuse, on doit enfouir un fil qui va tout délimiter le périmètre où on veut que la tondeuse travaille. Donc ça, c'est nous qui faisons ce travail-là. On a l'équipement pour pouvoir enfouir le fil. Une fois qu'on a passé chez vous, on a fait l'installation, il n'y a rien qui paraît. Donc on n'a pas besoin de faire des tranchées avec une pelle. Ça se fait vraiment de façon très professionnelle et très propre. Ça se fait en subtilité, en fait. Oui.
Ici, au Canada, je dirais au Québec, au Canada, c'est quand même assez nouveau. Je dirais que ça fait peut-être 4 ans qu'on en vend, qu'on en installe, et ça fonctionne très bien. Si on se déplace vers le marché européen, là, on parle de 20-25 ans qu'eux utilisent déjà ces appareils-là. Donc, c'est des appareils qui ont fait leurs preuves, Oui. qui sont très efficaces et qui sont simples. L'expérience est là. Oui. Je me pose une question personnellement. Là, vous parlez de terrain. J'entends déjà les gens qui se disent oui, mais dépendamment de la superficie d'un terrain, on a des. Oui. En ville, on a des plus petits terrains. Ailleurs, on peut se permettre d'avoir des terrains jusqu'où on peut aller en termes de superficie. Bien, en réalité, on a 6 modèles différents. Celui que j'ai ici, qui est le modèle 315, va aller avec une superficie de 10 000 pieds carrés de tonte de pelouse. On ne parle pas de la superficie du terrain en entier, mais de pelouse. Donc, on va de 10 000 pieds jusqu'à 55 000 pieds sur les modèles plus gros. On a des terrains aussi qui sont quand même escarpés ou qui vont être peut-être même abrupts dans certains espaces. Est-ce que c'est des tondeuses qui sont adaptables à... Oui. Ce qui est merveilleux cette année, la compagnie Husqvarna, c'est des produits Husqvarna, produits suédois, ont amené ce modèle-ci, qui est un modèle 4 roues motrices, qui est articulé. Donc, il y a de la partie arrière qui maintient la batterie, les couteaux de tonte et tout ça, puis on a la partie avant qui va être la partie directionnelle de la tondeuse. Les deux travaillent de façon conjointement pour que l'on puisse monter des pentes très abruptes. OK. On peut aller dans des terrains très accidentés. C'est une 4 roues motrices. Alors ça, c'est merveilleux, là. Beaucoup de gens nous demandaient cet appareil-là. Les gens qui ont des talus chez eux, ça devient compliqué d'aller tondre le talus. C'est difficile de se rendre là avec une tondeuse, c'est dangereux. Avec cet appareil-là, on l'installe, on le laisse aller, ça fait tout le travail tout seul. Au niveau de la charge, c'est quoi l'indépendance, l'autonomie, en fait? Oui. Dans les plus petits modèles, on a une batterie qui nous donne une autonomie environ de 2 à 3 heures de tonte et 1 heure de temps de charge. Donc, la tondeuse va le faire d'elle-même. Donc, lorsqu'elle atteint, mettons, une capacité de 25 de sa charge, elle va se déplacer elle-même pour se rendre dans sa niche où elle va refaire sa charge puis recommencer sa tonte par la suite. Plus petit modèle, on parle d'une batterie. Des modèles plus gros, là, on a 2 batteries. Donc là, on vient de doubler la possibilité de tonte. C'est sûr que Husqvarna a décidé de le faire comme ça parce que les modèles plus gros vont se rendre jusqu'à 55 000 pieds. Donc là, ça se peut que la tondeuse se rende loin de son poste de charge. Oui, c'est ça. Donc elle va avoir besoin de revenir à son poste de charge. Le fait qu'elle soit loin, justement, est-ce qu'il n'y a pas de danger de se la faire voler sur le terrain quand on parle de 55 000 pieds? Ouais. C'est quoi les possibilités? Tous les appareils sont localisables par GPS. OK. Donc, si jamais quelqu'un viendrait vous l'emprunter, on a un système d'alarme sur la tondeuse. Donc, si quelqu'un la soulève et qu'il veut partir avec, elle va se mettre à crier comme un système d'alarme sur un automobile. OK. Pour pouvoir l'utiliser, on a un NIP aussi. Donc, c'est impossible, quelqu'un qui ne possède pas le NIP, de la mettre en marche. Mais quelqu'un qui la volerait, qui l'amènerait chez lui, bon, il n'y a pas de station de charge, fait qu'il ne peut pas la recharger, puis il ne pourra pas l'utiliser pour faire quoi que ce soit aussi. Elle est vraiment reliée à son propriétaire. Elle est vraiment reliée à son propriétaire. Si jamais quelqu'un se la fait voler, on la recherche. Avec l'aide de la police, on la retrouve à 1 mètre près. On va être capable de la localiser chez votre voisin ou peu importe où elle va se retrouver sur la planète. Pour les amateurs de technologie, M. Labrie, c'est un joujou vraiment extraordinaire. Oui, Annie, ça fait rêver vraiment nos maniaques de technologie. Oui. Tout l'appareil peut être contrôlé via notre téléphone. Oui. Alors, on peut déterminer la hauteur de la coupe, le temps de tonte qu'elle va faire. On peut même être à l'extérieur et voir à quel endroit notre tondeuse est rendue sur notre terrain. OK. Donc, c'est facile de tout contrôler ça. Si jamais il arriverait un pépin, à respirer un endroit où la batterie arrive à un problème, quoi que ce soit, bien, on reçoit un message sur notre téléphone Il y a un comme de quoi détecteur. qui nous dit que notre appareil est en panne. OK. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on a même la commande vocale. Donc, on peut contrôler notre tondeuse via Google Home ou l'appareil Alexa. Oui. Alors, on lui demande, Alexa, démarre la tondeuse. Tourne le La gazon. tondeuse part, puis ça va faire notre travail. C'est magnifique. On parlait tout à l'heure des superficies de terrain. Quand on a des terrains qui sont beaucoup plus grands, je parle par exemple, je pense au commerce, les grands espaces et tout ça. Est-ce qu'on peut programmer plus d'une tondeuse sur une même superficie? Oui. Cette année, Husqvarna a amené cette application-là. On peut mettre 3 appareils sur le même terrain. Donc là, on vient d'aller chercher un terrain de 150 000 pieds et plus. Wow. Là. Donc, on peut faire des terrains de baseball, des terrains de soccer pour les municipalités et tout ça. Donc, plutôt que d'engager beaucoup de personnel pour faire la tonte, on sait que c'est difficile d'avoir des gens, des jeunes qui veulent faire la tonte de la Oui. pelouse. On met des appareils comme ça, puis on n'a pas de souci. Le travail est très bien fait. Je voyais qu'on pouvait la faire fonctionner autant de jour que de nuit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est silencieux. Oui, ça, c'est ce qui est merveilleux. Les appareils sont très silencieux. On ne les entend pas fonctionner du tout. Ils peuvent fonctionner la nuit, le jour, à la pluie, dans toutes les conditions. Donc, idéalement, comme moi, j'en ai une chez moi, je l'ai programmée pour qu'elle fonctionne de 1 heure la nuit à 5 heures le matin. Donc, elle va faire ça 5 jours semaine et on la voit jamais et le gazon est toujours parfait.
Puis au niveau des composts, la récupération du gazon, parce qu'il n'y a pas nécessairement de sac à l'arrière. Non, non. C'est que le système Automower, c'est un système d'entretien de pelouse. Donc, le fait qu'elle passe souvent, c'est qu'elle va tomber souvent et ça va faire uniquement un petit brin de foin qui va rentrer dans la pelouse qu'on ne voit jamais. Et qui est recyclable. Qui est recyclable, effectivement. Donc, c'est très, très bon pour favoriser votre pelouse. Donc, on peut dire que cet été, c'est quelque chose qu'on peut, on peut laisser de côté, puis on peut profiter de d'autres activités. Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Labrie. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le Centre SMG et Sciery Mobile Gilbert. On a parlé tantôt qu'il fallait que ce soit près de la cuisine. Bien, on peut quand même faire des plantes près de la cuisine dans la terre, si vous avez un plat de menthe près de la fenêtre. Mais un petit truc qui va être pratique, pourquoi pas une boîte à fleurs devant la fenêtre de la cuisine? Comme ça, vous avez mis vos fines herbes là-dedans et il pleut. Vous avez besoin absolument de basilic. Vous ouvrez la fenêtre, vous coupez, vous fermez la fenêtre. Et là, vous êtes parti, vous avez votre fine herbe, vous n'avez pas eu besoin de courir jusqu'au fond de la cour pour l'avoir. Ça, vous allez vraiment l'utiliser. Mais notre projet aujourd'hui, ce ne serait pas de planter une boîte à fleurs. Je pense que tout le monde saisit qu'on met de la terre dedans. On plante les plantes avec les racines vers le bas et les feuilles vers le haut. Vous saisissez tout ça? Oui? Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. On va plutôt faire quelque chose un peu plus spécial. On va planter un pot à fraisier. C'est une autre façon de faire pour avoir une concentrée de fines herbes en peu d'espace. Voilà, c'est notre prochaine étape. Et voici notre exemple ici. Un pot à fraisier, on appelle ça un jarre à fraisier. Il y a des compartiments de différentes tailles. On a des gros, des petits. Là, c'est en terre cuite. Ça peut être aussi en plastique, céramique. À vous de choisir. Vraiment pas de difficulté. La question, c'est qu'on va avoir plusieurs trous de plantation. Vous allez remarquer que moi, je l'ai plongé dans l'eau pendant au moins une demi-heure avant de l'utiliser, parce que c'est en terre cuite. Je ne veux pas que mes plantes fraîchement plantées soient stressées par un manque d'eau et la terre cuite absorbe l'eau. Donc, on va le tremper de bord. Et une fois qu'on a fait ça, la prochaine étape, c'est drôlement facile, c'est de prendre quelque chose pour boucher le trou de drainage dans le fond. C'est pas plus compliqué que ça. Papier journal, essuie-tout, filtre à café, juste quelque chose qui va aller dans le fond, faire sortir encore la terre va sortir, mais pas le terreau quand on va arroser. Maintenant, on va utiliser un terreau pour la culture en pot. Vous en trouvez n'importe où. Mettez-en dans un seau, parce qu'on va humidifier d'abord, ça va plus facilement. On ne veut pas avoir des poches de terre sèche dans notre pot à la fin. C'est qu'on met notre terreau dans un contenant quelconque, mettez quand même du compost. Toutes les plantes aiment le compost. C'est le compost de verre de terre. C'est désormais mon compost préféré, ça. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais quand même rajouter des engrais à dégagement là, comme c'est ici. J'en mets. Encore une fois, je devrais mesurer. Mais vous commencez ma canette maintenant, je ne mesure jamais. C'est comme ça. Et ce terreau que j'ai utilisé n'avait pas de mycorhizes. Moi, je veux des mycorhizes. Les plantes reprennent mieux. Fait que je prends le mélange de mycorhizes et j'en applique. Comme ça. Un petit peu. Et tout ce qui reste maintenant, c'est d'humidifier et de mélanger. C'est ce qu'on va faire. Il y a juste un problème. Quand on a plusieurs étages comme ça, si vous remplissez ça de terreau de façon égale, le problème, c'est que quand vous arrosez, c'est seulement les plantes en haut qui vont avoir l'eau. Les plantes en bas vont manquer d'eau, ils vont sécher. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer une tour d'arrosage avec un morceau de PVC ou d'ABS. Pas plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on va faire, on va mesurer, il va aller au centre, donc on le place.
Il faut l'avoir à peu près au même niveau que le pot. Et ça se coupe très bien avec une scie à métaux. Une fois qu'on a coupé notre tube à la bonne longueur, on va mettre un bouchon. Tu peux mettre un bouchon par l'intérieur, un qui fait le tour. On rentre ça et on est prêt à casser les trous. Premier trou d'arrosage. Et on va en faire tout le long, jusque vers le haut. Et comme ça, quand on va arroser, l'eau va descendre jusqu'au fond et au milieu, et toutes les plantes vont avoir leur part. Et voilà notre trou, notre tour d'arrosage. On va juste placer quelque chose dans le trou pour ne pas remplir ça de terreau par accident. Ça peut être un essuie-tout aussi, comme vous voulez, et vous le sentez dans le pot. Et avec ça, on est prêt à commencer à rajouter de la terre. Vous avez vu que j'ai mis le terreau juste au niveau des premiers trous. Je pense que c'est une raison pour ça. C'est plus facile de planter étape par étape que de planter après. Fait que là, j'ai mes trous, j'ai du terreau, et je vais prendre une plante et je vais le glisser dans le côté. Je l'enlève de son pot et j'essaie de le rentrer. Si c'est trop gros, c'est pas grave. On écrase un peu. C'est parfaitement correct. Et vous plantez sur le côté, comme ça, en plaçant les racines sur le terreau. Donc, c'est pas compliqué. Et je fais un autre, parce qu'il y en a 3 à ce niveau-là. Un peu de basilic, pourquoi pas? Il va y avoir le basilic. Encore, le trou est trop gros. Fait que je vais comprimer. Et je le glisse dans le trou. Voilà. Et une autre plante, sauge. Pourquoi pas? Une fois que vous avez fait un étage, les plantes bien sur le côté, comme ça, on fait un autre. Fait qu'on rajoute du terreau jusqu'au prochain niveau. Quand vous êtes rendu vers le haut, laissez toujours une petite marge pour arroser, bien sûr. On peut rajouter 2 ou 3 plantes au sommet, plus si votre contenant est très large. On prend un peu de romarin. Et estragon. Et quoi d'autre? Ah, basilic. Mais le basilic, c'est le basilic à l'orange. Là, la plantation de base est faite. Je vais enlever le bouchon. Comme ça, je vais pouvoir arroser. Et on y va pour faire un bon rinçage. Et voilà, on a monté notre jarre à fraisier, notre pot à fraisier avec des fines herbes. Elles ont l'air un peu croches, mais elles vont se redresser. Vous savez, c'est tout à fait normal. Il reste quand même à savoir où placer soit le pot
ou la boîte à fleurs, ou encore des fines herbes en général. Plein soleil, dans une sol qui se draine bien, riche mais pas trop riche. Quand c'est trop riche, ça enlève un peu de goût, puis on veut une intensité. Et il faut quand même des conditions où la plante va avoir un peu de vent, un peu d'air en mouvement, donc pas trop densément. Mais ce n'est pas terriblement compliqué. Au cours de l'été, vous allez faire quoi? Arroser, tout simplement. Les fines herbes ont besoin de moins d'engrais que d'autres plantes. Fait qu'on en a mis assez pour faire toute la saison. Donc, vous n'avez qu'à arroser et bien sûr cueillir. Chaque plante est différente, mais pour la plupart, on n'a qu'à cueillir en extrémité, pincer ou couper et l'utiliser soit directement ou encore, si on prend plus long, faire sécher. Voilà, on est vraiment plein de fines herbes. Il y a une exception, par exemple, je voulais absolument souligner ça, la menthe, qui est une fine herbe, bien sûr, on l'utilise beaucoup, mais qui n'aime pas les mêmes conditions que les autres. Ça préfère la mi-ombre, même l'ombre, et une sol humide et même détrempé. Donc, c'est le seul que je ne peux pas vraiment mettre avec les autres. Mais avec ça, les autres, je peux faire 4, 5 de ces genres-là et avoir un beau montage et des fines herbes pleins pour la table au cours de la saison. Donc voilà, les fines herbes, c'est pas compliqué, mais mettez-les près de la cuisine et vous allez vraiment vous régaler. Voilà pour ça et à la prochaine émission. Larry, tu mentionnais que ces herbes-là seraient préférables près de la cuisine pour être sûr qu'on les oublie pas. Mais moi, il m'est venu un flash. Si c'était près du barbecue, pour stimuler notre créativité dans les moments de rassemblement, par exemple. Ben, pourquoi pas? C'est une excellente idée. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de trucs et astuces.